Lydia, suivant l'instinct d'une vision, était en train de marcher ce soir-là. D'abord en voiture, elle roulait assez vite mais ne savait pas pourquoi. En voiture, elle roulait assez vite, les mains sur le volant. Elle avait l'impression de fixer un point rouge au centre de la route. Elle ne savait pas pourquoi, mais à chaque fois, elle roulait de plus en plus vite. Allison, avec elle, dans la voiture, était en train de regarder derrière son arc à flèche et tout ce qu'elle avait avec elle, tout son attirail posé à l'arrière. Ses mini-sabres, ses petits sabres qu'elle portait à la main quand elle combattait à main nue. Elle les regardait à l'arrière, posés sur la banquette arrière avec son arc à flèche. Alors qu'elle accélérait de plus en plus, finalement la voiture s'est arrêtée au beau milieu de la route. Elle a fini par s'arrêter, reprendre le contrôle d'elle-même. Quand elle s'est arrêtée, Allison lui a demandé ce qui s'était passé, pourquoi est-ce qu'elle avait fait ça. Au sol, Lydia, regardant la voiture qui s'était arrêtée au milieu de la route, sentant que quelque chose n'allait pas, a avancé de quelques pas vers la voiture, passant sa main sur la carrosserie, sur le métal froid. Il s'est mis légèrement à pleuvoir, quelques gouttes, sans plus. Mettant sa main sur la carrosserie, puis sur l'avant de la voiture, sentant la chaleur sortir de la voiture, elle mit sa main juste sur le capot. De là, elle s'est effondrée sur le sol. Elle a trébuché, s'est mise sur le sol au moment où elle a regardé face à la route, là où les phares étaient en train d'éclairer. Elle a trébuché sur le sol, les mains sur le sol, à genoux. Elle a crié le plus fort possible, son cri de banshee qui faisait trembler la forêt. Certainement presque Scott, Derek, qui devait être un peu plus loin dans la forêt, ou peut-être au lycée, devait certainement l'avoir entendu. Allison, qui était à côté d'elle, avait tout de suite dégainé son arc à flèche, comme s'il y avait un danger qui était déjà imminent autour d'eux. Son cri de banshee l'avait épuisée. Elle reprit le volant et repartit avec la voiture. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Quelque chose qui les menaçait, mais qui avant tout menaçait Lydia. Quand elle reprit son souffle, elle sentit que quelque chose était là autour d'elle. Une fois dans la voiture, elles étaient parties et s'étaient parquées juste devant le lycée la nuit. Allison se demandait pourquoi. Pourquoi est-ce que Lydia venait au lycée alors que les cours, l'école était déjà terminée depuis bien longtemps. Elle se demandait pourquoi est-ce qu'elle venait à cette heure-ci, si tard au lycée. Elle avait parqué la voiture et avait commencé à marcher vers les portes du lycée, posant sa main sur les portes du lycée. Les portes du lycée étaient fermées, mais posant sa main dessus, elle savait qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. Elle a donc demandé à Allison soit d'utiliser son arc, ce qu'elle a refusé, et tout de suite, elles sont passées toutes les deux de l'autre côté. Une fois à l'intérieur, Allison continuait à la suivre, mais Lydia était comme possédée par des voix, des instincts, et marchait lentement à l'intérieur des couloirs, comme si elle suivait quelque chose, une piste qui lui était donnée par ses instincts, ou alors par ses pulsions. Elle suivit une piste qui lui était donnée, comme par ses pulsions, par ses instincts de banshee, ce qu'elle ressentait tout autour d'elle, des sortes de vibrations ou de murmures. Elle ouvrit directement une porte, la première qu'elle put trouver. Sur la poignée, un liquide noir qui ne ressemblait pas à du sang. Elle s'était retournée vers Allison, qui était rentrée avec elle. À l'intérieur, une main. Tout de suite, sur le sol, elle pensait à un cadavre. Elle s'est retournée. Ce n'était que le mannequin. Ce n'était que le mannequin d'anatomie humaine pour les cours de sciences qui était tombé. Dessus, un éclat de sang. Mais plus loin, une autre main. Celle-ci paraissait être humaine. Elle ne paraissait pas être en plastique. Mais le doute flottait toujours. Elle s'est avancée, et du sang et des éclaboussures de sang partout sur le côté. Partout sur le banc, des éclaboussures de sang, et une fille avec des longs cheveux noirs, avec le visage sur le côté, des yeux vides, livides, qui regardaient par la fenêtre. Sur le côté, Lydia, elle, s'est avancée vers la fenêtre,
mais partout autour d'eux, c'était un massacre. Des cadavres, des jeunes femmes et des jeunes hommes, des jeunes femmes, des jeunes filles et des jeunes hommes avec des vêtements de lacrosse qui étaient par terre, qui étaient par terre dans la classe, étendus, du sang qui coulait jusqu'au bord des chaussures de Lydia. Elle s'est mise alors à genoux et à regarder le cadavre. Mettant sa main sur l'un des cadavres, elle a pu ressentir ce qui ne s'était passé. Elle n'a pas pu le ressentir en image, le voir quand elle fermait les yeux, mais ressentir les vibrations, que quelque chose d'atroce s'était passé, quelque chose d'horrible. Regardant par la fenêtre, elle se doutait que quelque chose était parti. La fenêtre était légèrement brisée. La fenêtre était légèrement brisée, mais pas brisée au point de voir que quelque chose avait laissé une trace et avait sauté pour casser la fenêtre et s'en aller à quatre pattes. Non, légèrement brisée, simplement comme si quelque chose avait frappé contre la fenêtre. Un éclat, une fissure énorme, mais rien de plus. Une fois qu'elles avaient trouvé ça, il y avait juste à côté des cadavres, étrangement, le sac de Styles, lui-même couvert de sang. Tout de suite, toutes les deux sont parties, ne prévenant qu'une seule personne, le shérif, qui lui-même arrivait sur les lieux avec la police et plusieurs officiers de police. Les voitures devant le lycée avaient trouvé le sac de son fils. Mais il n'avait pas une seule seconde, il ne pouvait penser que Styles pouvait faire autant de mal et déclencher une telle colère, ou déclencher une telle souffrance sur des gens innocents qui n'avaient rien fait. Pas une seule seconde, il ne pouvait penser ça. Alors il était parti, et savait que ce devait être quelque chose, comme par exemple un simple oubli à l'école, et quelqu'un qui devait avoir tué ces deux jeunes personnes juste à côté du sac de son fils. La rationalité, rationaliser les choses, pour le père de Styles, était l'une des meilleures choses à faire. Mais l'enquête n'allait pas s'arrêter pour autant. Ce n'était pas parce qu'on avait trouvé le sac de Styles à côté des morts que l'enquête allait s'arrêter. L'enquête allait se poursuivre, continuer, jusqu'à ce qu'on trouve pourquoi. Lydia et Allison sont allées au poste, faire leur déposition, et puis sont toutes les deux rentrées, avec la voiture de Lydia. Le shérif, avec toutes les voitures de police, venait d'arriver sur les lieux. Tout laissait à penser que c'était un accident volontaire, qui avait été prémédité. Sur le côté, un jeune, qui n'était pas un loup-garou, avait été retrouvé. Scott l'avait emmené avec lui, et avait demandé au shérif s'il pouvait simplement l'emmener avec lui. Et il l'a emmené. Ils sont allés chez Deaton, et ils ont regardé s'il allait bien. Il était blessé au niveau de la poitrine, des griffes qui paraissaient être celles d'un loup-garou, ce que Scott a regardé en premier. Tout laissait à penser que l'accident avait été provoqué par quelque chose ou prémédité par quelque chose qui était intérieur, qui était déjà dans la voiture à l'avance. Bref, même s'il a pu l'emmener chez Deaton et que Deaton a regardé sa blessure, l'a guéri, une fois qu'il avait été relâché, comme tout laissait à penser que tout avait été prémédité, il s'est retrouvé derrière les barreaux. Scott trouvait ça injuste. Styles, qui était de son côté, lui-même aussi, demandait à son père de parler en privé, en lui demandant pourquoi est-ce qu'il avait été mis sous les verrous, pourquoi est-ce qu'il avait été mis dans une cellule, à part, seul, alors que tout le monde laissait à penser que c'était lui qui avait provoqué l'accident. Scott avait dit qu'il avait des griffures, et que pour les autorités, ce n'était rien de plus que des griffures d'arbres, ou alors que des bouts de verre qui seraient tombés sur lui. Mais tout laissait à penser que c'était lui le coupable parfait, le coupable idéal. Même s'il savait et sentait qu'il y avait une odeur de sang, quelque chose de pas net, qu'il y avait une sorte de peur qui rôdait autour de lui, même pendant l'accident quand il est arrivé, et qu'ils sont arrivés avec la voiture de Styles. Il laissait à penser, pour Scott, il laissait à penser que ce n'était pas lui qui avait fait ça, mais pour les autorités, c'était bien plus différent. C'était lui qui l'avait fait, qui avait provoqué l'accident, et qui s'était mis là, pour attendre, une fois qu'il avait vu les corps,
Une fois qu'il avait vu les corps étendus, ça peut être choquant, même pour quelqu'un qui a fait ça de manière, même pour quelqu'un qui a fait ça de manière volontaire, ça peut être choquant quand on est encore jeune. Alors, pour la police, c'était le coupable idéal. Mais pour Scott, ce n'était rien d'autre qu'un jeune qui avait subi un accident, dont on ignorait encore la cause. Dans la salle d'interrogatoire, on l'interrogeait. Il expliquait qu'il n'avait rien vu d'autre et que ce n'était pas de sa faute. Il n'avait rien vu d'autre qu'une énorme ombre noire, quelque chose qui ressemblait à une énorme ombre noire avec des griffes, quelque chose qui ressemblait peut-être à un ours. Pour lui, à un ours, ou alors peut-être même, je ne sais pas, à un loup, mais beaucoup plus grand, 3 fois plus grand. 3 fois plus grand, c'est ce qu'il expliquait. Une grande ombre noire qui paraissait, qui paraissait féroce et qui paraissait beaucoup plus, beaucoup plus vorace ou beaucoup plus hostile qu'il ne le pensait. Vorace, hostile, avide de sang, c'était tout ce qu'il avait à dire, une ombre noire devant lui, qui a fait en sorte qu'il perde le contrôle de la voiture. Il ne savait pas trop ce que c'était. Mais Scott, qui entendait ça depuis, depuis l'intérieur du poste de police, en avait une quelconque idée. Il en avait quelques idées, mais surtout une idée très précise. La bête du Gévaudan peut-être, ou alors peut-être un loup-garou qu'il ne connaissait pas encore, énorme, grand, peut-être un alpha qui avait pris une forme différente, qui avait réussi à se transformer, à se transcender et prendre une forme beaucoup plus puissante. C'était ce qu'il pensait, ce qu'il imaginait, mais ne l'avait encore dit à personne. Il avait cherché quelle bête ça pouvait être, en plus. Il avait cherché quelle bête ça pouvait être, en plus de la bête du Gévaudan. Peut-être même que ce pouvait être Parish, le chien de l'enfer. Mais le chien de l'enfer est lumineux. Il fait ressortir des flammes. Il fait ressortir des lumières. Il fait ressortir des flammes qui ont une lumière orangeâtre, orangée. Alors ça ne pouvait pas être lui. Ça ne pouvait pas être lui, une bête sombre et obscure. Qu'est-ce que c'était? Il y avait peut-être un animal ou un saint. Il y avait peut-être un animal, ou alors peut-être que c'était ce qu'il avait dit, un simple animal venu de la forêt. Mais quand il avait dit que ça ressemblait à un loup, les soupçons commençaient à s'agrandir, petit à petit. Avec Styles, toute la soirée, chez lui, ils ont commencé à chercher dans le bestiaire les différentes les différentes bêtes qui pouvaient coller avec cette description. Un loup, Cerbère, Cerbère qui était un loup, gardien de l'enfer, avec 3 têtes. Mais celui-ci ne ressemblait pas à une ombre. Il avait bien dit que ça ressemblait à un loup géant noir, peut-être que ça existe dans la forêt. C'est ce que Styles avait suggéré, mais rien de plus. Un loup géant noir. Mais Scott n'avait jamais vu ce genre de choses. Chez Derek, non plus. Il n'avait jamais vu ce genre de choses. Mais le bestiaire apporté chez Derek, avec, Peter, avec Styles, avec Scott, qui était autour de la table, et aussi Isaac, qui était là chez Derek, depuis qu'il s'était blessé, avec Brayden. Depuis qu'il s'était blessé avec Brayden et avec la meute Alpha. Il n'avait aucune idée de ce que ça pouvait être. Mais Isaac avait dit une énorme bête noire qui était cachée dans la brume. Ça pouvait très bien expliquer les jumeaux quand ils se sont transformés derrière eux. Ça pouvait très bien expliquer les jumeaux quand ils se transformaient l'un avec l'autre. L'un avec l'autre, ils réussissaient à se transformer en un grand loup-garou énorme. Ils réussissaient à faire ça. Quelque chose qui pourrait ressembler à ce qu'a dit le garçon à l'interrogatoire. Ça pouvait être ça. Maintenant, Scott n'avait plus qu'une seule chose en ligne de mire. Trouver les jumeaux, les interroger, et savoir s'ils avaient bougé la nuit de l'accident. La nuit de l'accident, il la connaissait, par Styles, par le shérif, et par les infos qu'il avait entendues pendant l'interrogatoire, en attendant derrière la porte. Il la connaissait et n'attendait plus qu'à trouver les jumeaux. Il faisait diversion avec les profs à la fin de chaque cours pour que Styles, lui,
parte trouver les jumeaux, voir où est-ce qu'ils étaient dans le lycée, et pour que Scott les rejoigne ensuite. C'était un plan des plus simples, mais ce n'était pas non plus un plan des plus simples pour pouvoir les trouver, les arrêter, et pour pouvoir leur poser les questions, car Scott ne les connaissait pas encore réellement, ni vraiment. Alors leur poser les questions comme ça, des accusations qui venaient presque de nulle part, de choses qu'il avait entendues, auxquelles il n'avait pas assisté, pouvaient paraître très vite, pouvaient paraître très vite être des jugements. Le terrain de la crosse, le soir. Liam et Scott avaient prévu de se rejoindre. Quand ils s'étaient rejoints, le terrain était encore noir. Il était encore plongé dans le noir, plongé dans l'obscurité. Au-dessus, une légère brume, à peine visible. Quand il se mettait en position, avec son équipement de la crosse et avec sa crosse de la crosse, il était en position, prêt à l'attaque. Il disait à Scott de lancer les balles avec sa crosse de la crosse. Il n'attendait qu'une seule chose, pouvoir défendre le but, pouvoir s'entraîner pour le lendemain, pour le match suivant. La brume a commencé à se lever, délicatement, à se détacher du sol et à finalement se lever en hauteur, dévoilant un nuage de fumée brune, une nuée de brume tout autour du terrain, presque comme si le terrain en était entouré. Il y avait une silhouette qui avançait, les griffes qui étaient déjà retenues vers l'intérieur, mais qui étaient sorties. Un regard qui certainement n'était pas encore dévoilé par la brume qui s'était détachée du terrain. Mais la silhouette noire, elle, avançait. Elle s'avançait tout droit, et puis un moment, a commencé à courir, à la moitié du terrain, a commencé à courir vers Liam, qui s'est défendu avec sa crosse, mais tout de suite, en se défendant avec sa crosse, au sol, il n'avait pas vraiment de tactique, ou ne savait pas vraiment s'aider avec sa crosse de la crosse, ne savait pas vraiment se retenir, ne savait pas se remettre debout. C'était Théo qui était arrivé, qui avait couru vers Liam, simplement par envie de pouvoir, et par envie de pouvoir, ou par envie de vouloir être le plus fort, de vouloir avoir le plus de pouvoir, de vouloir avoir le plus de violence, le plus de haine, le plus de pouvoir sur les autres. Il était arrivé et avait essayé de le griffer, avait essayé de l'atteindre. Liam avait hurlé, sorti les crocs et l'avait regardé. Scott était intervenu tout de suite pour les séparer, mais il était déjà trop tard, il avait été griffé. Et quelque chose n'allait pas dans la griffure de Théo. Il y avait quelque chose de bleu, quelque chose de luminescent qui sortait, de la fumée. Comme s'il avait déjà quelque chose de plus puissant. Il était parti, avait disparu dans la fumée, et tout de suite, il a pris la voiture de Styles. Styles est arrivé sur le terrain, avec sa crosse de la crosse, et a demandé ce qu'il s'était passé. Scott lui a expliqué ce qui s'était passé, que Théo était venu, avait simplement lancé un coup de griffe et avait couru vers Liam. Ils l'ont emmené, il était en sang. Il y avait effectivement de la fumée bleue. On ne savait pas encore ce que c'était, mais ce devait être des griffes qui avaient un pouvoir essentiellement peut-être qui était couvert d'un poison. Un poison qui venait certainement de cette plante cultivée par le grand-père de Allison. Alors que ce devait être ce poison-là peut-être, mais il devait y avoir quelque chose dessus. Il devait y avoir de l'aconite tuulu. Ce devait être ça, cette serre énorme qu'il y avait chez Allison, que son grand-père avait, dans laquelle il possédait toutes les aconites qui existaient. Théo devait l'avoir trouvée, ou Théo devait avoir parlé au grand-père de Allison pour pouvoir voir les aconites. Il devait avoir passé un marché. Manipulateur pour pouvoir obtenir tout ce qu'il voulait, il était prêt à tout.
Il devait certainement avoir passé un marché avec lui. On ne voyait pas d'autre solution, quand le père de Allison est venu, parce que elle-même l'avait appelé, avait demandé bien, si un jeune homme bien coiffé, avec des griffes, peut-être un petit peu violent, peut-être même manipulateur, était venu le voir, pour pouvoir voir les cerfs. Il avait affirmé que non, et le soir, Allison, après avoir guéri Liam, après que Deaton, avec Scott, ait guéri Liam, et qu'il n'avait plus qu'une plaie qui s'était refermée, qui s'était même refermée toute seule. Il devait y avoir même quelque chose d'encore plus différent que de l'aconite. Allison a demandé à son grand-père si un jeune homme bien coiffé était venu le voir, un jeune homme talentueux qui avait certainement derrière cette allure talentueuse et cette allure de poste jeune homme. Derrière, il devait y avoir certainement quelqu'un de manipulateur, et avait demandé à son grand-père si quelqu'un comme ça était passé le voir. Mais non, il avait dit que non. Il avait explicitement dit que non, personne n'était jamais venu le voir pour ses aconites. Alors où est-ce qu'il en avait trouvé? Où est-ce qu'il s'en était procuré? Personne ne savait encore où est-ce qu'il s'en était procuré. Mais c'était ça qui avait empoisonné Liam, et qui avait fait qu'il ne savait plus se défendre au bout d'un moment. Scott avait enfermé Théo sur le terrain. Il était prêt à le combattre et avait déjà sorti les griffes. Un combat s'était enchaîné entre Théo et Scott. Ce n'était pas un combat simplement pour savoir qui était le plus fort ou simplement pour essayer d'annihiler. Ce n'était pas un combat pour essayer d'annihiler Théo. Ce n'était pas un combat pour essayer de le tuer ou de le renvoyer directement de là où il venait. C'était un combat qui n'était qu'une diversion. Chris Sargent est arrivé avec une voiture. Une voiture blindée. Il s'est arrêté et tout de suite, avec une arme, plusieurs armes à l'arrière. Il en a pris une qu'il a passée autour de son épaule. Prenant l'arme qu'il a passée autour de son épaule, il a commencé à tirer. Il a tiré des balles réfléchissantes, qui éclataient de lumière quand elles touchaient le sol. Tout autour de Théo, ces balles ont commencé à faire du bruit, à faire un bruit que seuls les loups-garous pouvaient entendre. Un bruit que seuls les loups-garous pouvaient entendre, qui était un bruit strident, un bruit qui les mettait à terre, qui les mettait complètement KO. Alors Scott l'a aussi entendu, mais Scott a tout de suite disparu lorsque Chris a commencé à tirer. De loin, de tout en haut des gradins, il y avait Allison avec son arc à flèches. Elle était là en train de tirer ses flèches. Elle les dégainait les unes après les autres. Elle dégainait des flèches réfléchissantes, qui quand elles touchaient un endroit, puis un autre, puis le sol, juste à côté, elle faisait exprès de tirer tout autour de Théo. Il essayait de partir, de s'en aller, mais elle dégainait une flèche après l'autre. Avec son arc qu'elle passait d'un côté à l'autre, ou alors qu'elle mettait à l'horizontale et à la verticale. Elle essayait de tirer le plus précisément possible pour pouvoir l'enfermer. Les flèches continuaient à faire du bruit et de la lumière, même enfoncée au sol, un cercle qu'elle avait fait tout autour de lui. Et puis ensuite, Derek qui est arrivé. Derek qui est arrivé, sortant du lycée, enfonça alors des pics au sol, qui réfléchissaient de la lumière blanche, et qui aussi faisait apparaître le même bruit. Il était enfermé. Théo ne pouvait plus bouger. La police est arrivée, les policiers sont arrivés et ont enfermé Théo. Ils lui ont passé les menottes, lui ont dit qu'il pouvait garder le silence, lui ont récité ses droits. Et ensuite, arrivé juste devant le poste de police, les voitures se sont arrêtées. Ils l'ont enfermé dans l'une des prisons pour pouvoir le retenir en otage. Ils l'ont enfermé dans l'une des prisons, avant de lui demander pourquoi est-ce qu'il avait fait ça. Le père de Styles, à son bureau, restant juste à son bureau, éloigné de Théo, lui avait demandé pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il avait fait ça? Il était resté en silence et l'avait regardé, et n'avait rien dit. Tout de suite, Scott était venu le voir. Et à ce moment-là, Théo avait rangé ses griffes. Il ne l'avait même pas provoqué.
Il l'avait regardé, l'air ennuyé, avait rangé ses griffes, mais avait gardé ses yeux orange. Il avait gardé ses yeux orange et le regardait. Il ne répondait à aucune des questions. Pourquoi est-ce qu'il avait fait ça? Pourquoi est-ce qu'il avait essayé de faire ça à Liam? Pourquoi s'en prendre à lui? Il n'avait répondu à aucune question. Lydia, chez elle, était, Lydia, chez elle, était occupée de faire ses cours. Elle était occupée de faire ses devoirs. Sans savoir ce qu'il se passait réellement à l'école, au lycée, elle faisait ses devoirs et s'est mise à hurler au moment où elle s'est mise à hurler au moment où un sentiment d'oppression est passé tout autour de sa maison et tout autour de sa chambre. Un sentiment d'oppression, comme s'il y avait une légion de personnes, de chasseurs de loups-garous, qui la regardaient par la fenêtre, armés, et qui la fixaient. Elle s'est mise à hurler, mais ce n'étaient pas des chasseurs de loups-garous, c'étaient les chasseurs fantômes. Elle les avait sentis qu'ils se dirigeaient vers le lycée. Elle a hurlé sur son lit. Un cri de banshee à en faire trembler les murs. Toutes les fenêtres se sont effondrées, et les silhouettes avec qui étaient collées dans les reflets. Les silhouettes noires collées dans les reflets. Elle ressentait la présence de ces choses. Elle ressentait la présence de ces choses armées jusqu'aux dents. Les guerriers fantômes qui étaient en train d'arriver. Toute une armada, toute une légion de guerriers fantômes qui étaient en train d'arriver. La chasse fantôme était sur le point d'arriver au lycée, et elle la ressentait depuis chez elle. Le silence est ensuite retombé directement lorsqu'elle a arrêté de crier. Mais elle sentait que quelque chose arrivait, quelque chose de dangereux, pouvant peut-être provoquer la mort autour de Scott, de Derek, de Théo et même de Liam.